Je reviens vers vous comme je l'avais souhaité et évoqué lors de ma première intervention qui datait du 23 mars dernier, au tout début du confinement. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Karim Debat, je suis médecin réanimateur, chef de service de la réanimation du centre hospitalier d'Arles. Et j'ai aussi la casquette de chef de pôle du pôle de cardiologie, urgence et réanimation. On attaque la 3e semaine du confinement. Comme vous le savez très bien, vous le suivez jour après jour, la situation sanitaire s'aggrave. On est quasiment à plus de 55 000 cas officiels. Mais comme je vous l'ai dit lors de ma première intervention, malheureusement, les cas officiels ne veulent pas dire les cas réels. Et les cas réels dans notre pays sont plutôt aux alentours de 450 000, 500 000 malheureusement. Comme vous le savez, les services de réanimation dont j'ai la responsabilité de celui d'Arles, de notre région, commencent à saturer. Nous, on a encore quelques lits disponibles dans notre service pour pouvoir s'organiser. Comme vous le savez aussi, le centre hospitalier d'Arles a comme augmenté le capacitaire de ces lits de réanimation pour pouvoir recevoir et prodiguer des soins à tous les patients, comme c'était à l'instar des autres services, des autres établissements. Au départ, on est parti sur 5000 lits de réanimation avant la crise, et on les a doublés quasiment en 15 jours, et l'objectif du gouvernement, qui est d'aller jusqu'à 14 000. Mais malheureusement, même avec ça, on ne pourra pas aller au-delà, et plus les cas se tassent, plus on aura des malades qui auront besoin de réanimation. Il faudra savoir, comme je vous le répète, que dans les cas, il y a 80%, comme vous allez le voir sur les petites diapos que je vais joindre à ma petite entrevue, il y a 80% qui ne présenteront aucun signe, qui seront asymptomatiques, qui feront la pathologie sans aucun signe, mais il y a 20% où ils auront des signes importants, où ils auront besoin d'hospitalisation. Dans ces 20%, il y en a quand même 5% qui auront besoin de soins en réanimation. Vous pouvez faire un calcul très simple. Si on a 500 000 cas, il faudra 25 000 lits de réanimation. C'est impossible de pouvoir traiter 25 000 malades sur une période aussi courte. D'où l'intérêt du confinement. Le confinement, la première chose qui va permettre, c'est de faire baisser la courbe des cas quotidiens et permettre aux structures sanitaires et aux services de réanimation de pouvoir offrir un lit de réanimation à tous les patients graves. Si la situation continue à ce rythme, on va être saturé. Vous savez qu'il y a déjà des collègues à nous qui sont saturés. Ça a commencé par le nord-est, en Alsace. Ils commencent à transférer des malades. L'Île-de-France transfère des malades. Et la région PACA, on commence à être pas loin de quasiment 90% de taux d'occupation de nos structures en réanimation. Donc effectivement, on espère que le confinement permettra de faire baisser cette courbe de cas réels, parce que les malades, il y en aura tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir, et aussi, ce qui pose problème, c'est que cette pathologie, elle est difficile à traiter, longue, comme vous allez le voir sur les diapos. Un patient qui est hospitalisé en réanimation va rester entre 15 et 21 jours. Ça veut dire qu'un lit de réanimation va être bloqué pendant 3 semaines quasiment. C'est des soins très lourds. Et j'en profite pour remercier l'équipe qui m'entoure pour la détermination, le calme qu'ils ont et le professionnalisme à gérer ces malades extrêmement lourds. Les troupes fatiguent. On est fatigué, il faut le dire. Parce qu'on travaille jour et nuit, on gère des réunions quotidiennes pour pouvoir s'organiser en temps réel par rapport à cette situation. Comme vous le savez, il y a 4 mois, personne ne connaissait le Covid-19 ou le SARS-CoV-2 de son nom scientifique. On commence à le connaître en marchant avec lui, et tous les jours, il y a des choses qu'il faudra organiser, adapter dans notre organisation. Donc, je réitère mon message. Il n'y a que le confinement, pour l'instant, qui nous permettra de s'en sortir.
Premièrement, pour donner le temps aux structures sanitaires de pouvoir soigner tout le monde, ou le maximum de personnes. Et deuxièmement, pour donner le temps aussi aux études cliniques, celles, entre autres, du professeur Didier Raoult, mais il n'y a pas que lui qui fait des études cliniques par rapport aux différents traitements. Je vous ai mis une diapo pour vous relier tous les essais cliniques qui se font en France et dans le monde. Et à propos de ce traitement, donc actuellement, effectivement, la chloroquine, que tout le monde en parle, a elle est prometteuse, comme l'a déclaré le professeur Raoult, mais pour l'instant, on n'a pas de miracle par rapport à la chloroquine. Deuxième chose, la chloroquine, pour qu'elle soit efficace, elle doit être associée à un antibiotique, qui est l'azithromycine. Ces deux médicaments associés, l'un et l'autre, ont des effets secondaires sur le rythme cardiaque. Et c'est des médicaments qui doivent être employés avec beaucoup de surveillance. Sur l'hôpital d'Arles et dans la région, on a décidé quand même de traiter tous les malades hospitalisés, c'est-à-dire que ceux qui ont des symptômes, les menant à une hospitalisation ou un terrain fragilisé qui peut se dégrader, aussi bien hospitalisés dans un service simple ou en réanimation, de les traiter par le protocole associant chloroquine, hydroxychloroquine, plus l'azithromycine pendant entre 5 et 10 jours. Pour l'instant, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir quels sont les résultats, mais on a plusieurs malades qui sont déjà sous traitement. Pour l'instant, c'est des malades qui sont surveillés, on surveille leur fonction cardiaque, la fonction rénale, la fonction hépatique. Et donc, je ne suis pas certain que amener les gens à consommer de la chloroquine quasiment en vente libre et dire « donnez-nous de la chloroquine et on va aller se battre contre le coronavirus » est une parole responsable. La chloroquine peut être un traitement qui peut être employé, je dirais, à plus grande échelle, mais pour l'instant, il faut donner le temps aux études, même si on n'a pas le temps. Même, je sais qu'on n'a pas le temps. Mais malheureusement, il faut donner le temps par rapport à ça. Et donc, nous, on a pris la décision de traiter tous les malades qui sont hospitalisés symptomatiques. Autre chose par rapport au confinement, je pense qu'actuellement, on attaque la 3e semaine de confinement. Probablement que le gouvernement ira au-delà des 4 semaines, c'est-à-dire 2 plus 2. Parce que le virus, il faut savoir que quelqu'un, j'ai vu mis une diapo aussi par rapport à ça, à partir des premiers signes, il se passe 21 jours où on est toujours porteur du virus. Et c'est probablement cette phase de 3 semaines, on commencera à faire une évaluation des cas quotidiens. Parce que malheureusement, et on va le constater, la mortalité ne fera qu'augmenter. Comme vous le savez, il y a quasiment 5500 malades dans les services de réanimation. C'est une pathologie gravissime. Il y a à peu près entre 45 et 50% de mortalité. C'est-à-dire même dans une prise en charge optimale, malheureusement, on va perdre la moitié des patients qu'on gère dans les services de réanimation. Donc la mortalité va augmenter. Hier, il y a eu 500 morts. On en aura probablement plus aujourd'hui et demain. Mais on espère qu'à la fin de la semaine, début de semaine prochaine, on verra la courbe baisser un peu sur le volet cas réel quotidien. Le déconfinement, ça se fera d'une façon très encadrée. Probablement qu'il y aura un déconfinement partiel. Et surtout, ça donnera le temps à préparer des tests à plus grande échelle. Là, comme vous le savez, on fait entre 9000 et 10 000 tests par jour. Probablement, quand on va annoncer le déconfinement, on doit faire entre 100 000 et 150 000 tests par jour. Et comme ça, on pourra cibler les gens qui sont positifs pour avoir ce qu'on appelle un confinement à la carte. Et à côté de ça, on fera ce qu'on appelle de la sérologie pour savoir s'il y a des gens qui étaient au contact du virus et qu'ils ont développé des anticorps. On dosera des anticorps et à partir du moment où on saura que la personne a été immunisée, c'est plutôt ces gens-là qu'il faudra les mettre dans la foule pour pouvoir augmenter l'immunité dans une population. C'est à peu près ce qui va être, à mon sens, la politique qui va être adoptée, parce que pour l'instant, on est quand même toujours dans la pente ascendante de la courbe. On n'est pas encore arrivé au pic.
On espère tous qu'on y arrivera la semaine prochaine. On l'espère, mais on verra les chiffres. Autre chose, je pense que le confinement est quelque chose de très difficile. Nos concitoyens le vivent plus ou moins bien, selon les modalités, selon les occupations, et on a tous une famille et on sait que ça devient difficile. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution pour éviter des centaines de milliers de morts. Là, actuellement, il y a, de par le monde, 3500 morts par jour. Et ça montera de toutes les façons. 3500 morts par jour dans le monde. Dans le tiers, il est en Europe, quasiment partagé entre 3 pays, l'Italie, l'Espagne et la France. Donc j'espère que rapidement on pourra atteindre ce pic entre la 3e et la 4e semaine, et j'espère que notre gouvernement aura les tests en nombre nécessaire pour pouvoir faire un dépistage massif et pouvoir surveiller la population d'une façon plus massive et essayer de lever le déconfinement, mais de façon progressive. Je suis certain que lors du déconfinement, il n'y aura pas de l'autorisation des rassemblements dans les stades, dans les salles de fête, dans les salles de concert. Ce sera du déconfinement partiel pour que les gens aillent à leur travail, des choses nécessaires. Mais à mon avis, tout ce qui est rassemblement populaire sera encore interdit, je pense, jusqu'à encore plusieurs semaines, même mois au-delà du déconfinement. Donc, voilà à peu près les points essentiels sur lesquels je voulais revenir par rapport à cette pathologie. Sachez que le temps que nous donnera le confinement, ça nous permettra 2 choses essentielles. Première chose, aux hôpitaux de pouvoir traiter la première vague et pouvoir les sortir, ceux qui s'en sortent guéris de réanimation, pour pouvoir libérer les lits et prendre la 2e vague. Parce que ceux qui sont cas positifs aujourd'hui, il faut savoir que dans une semaine, 5% auront besoin de réanimation. Et on doit avoir des lits pour répondre à leurs besoins. Donc le confinement servira à ça. Deuxième chose, ça donnera le temps aussi aux essais thérapeutiques, aux firmes pharmaceutiques qui travaillent sur des nouveaux traitements, sur un vaccin. Mais malheureusement, le vaccin, dans ce type de pathologie, il faut savoir que s'il y aura vaccin, ça ne sera pas avant l'année prochaine. C'est très long d'avoir un vaccin. Déjà, on ne connaît pas les anticorps. On n'a pas les sérologies encore pour savoir les anticorps. Donc le vaccin, ça sera pour l'année prochaine. J'espère que bientôt, on pourra avoir les résultats partiels. Et je pense que dans 1 à 2 semaines, on aura les premiers résultats de l'essai clinique européen dont la France participe, qui englobe 3200 patients, où il y a plusieurs médicaments qui ont été testés, dont la chloroquine. Et à partir du moment où on aura un signe positif sur un traitement par rapport à un autre, il sera de règle à le prescrire partout. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous donner comme nouveauté par rapport à la situation. On est dans une situation encore plus saturée qu'il y a 10 jours. Les équipes sont épuisées, les équipes soignantes sont épuisées. On a des collègues qui sont hospitalisés en réanimation parce qu'ils sont en première ligne, infirmières, médecins, donc ils sont en première ligne et parfois ils se font contaminer et parfois ils ont besoin de réanimation malheureusement. Donc on a les troupes qui fatiguent, qui sont inquiètes, qui sont anxieuses. Mais malgré ça, je les salue, ils continuent leur travail avec calme, professionnalisme et détermination. Et on est obligé de le faire, c'est notre mission. On ne doit pas baisser les bras. On doit continuer à faire ça. Moi, je vous demande surtout de nous aider par des attitudes responsables, par des attitudes, je dirais, citoyennes. Actuellement, on sait très bien que malheureusement, le fait qu'on a beaucoup de temps libre, les réseaux sociaux, tout le monde devient expert en traitement, en réanimation, choses comme ça. Je pense que les commentaires sont permis pour tout le monde. Mais les discussions objectives, il faudra les laisser aux experts, aux gens qui sont sur le terrain. Voilà. C'est tout ce que j'allais à vous dire. Bon courage. Merci à vous de nous aider pour pouvoir soigner tout le monde. Je voulais aussi en profiter pour remercier
et saluer l'initiative d'une part des maires des villes et des villages et des médecins, de mes confrères médecins libéraux qui s'organisent pour pouvoir ouvrir des centres de consultation avancés avec une organisation qui est quasiment faite en temps réel. Et ça permettra de représenter une première barrière pour pouvoir répondre à une demande de la population qui sûrement ils vont être inquiets et qui ne pourront pas, je dirais, tous aller à les hôpitaux de la région. Et donc je pense que ces centres de consultation avancés, organisés et qu'ils aient les moyens de protection nécessaires, parce qu'il faut protéger aussi nos collègues, il faut une protection. Pas besoin des collègues de première ligne qui tombent malades, on a besoin de toutes les forces vives, sont, je dirais, d'une utilité importante. Parce que ça permettra de pouvoir faire de la consultation, éviter que les gens aillent attendre aux urgences pour pouvoir avoir une réponse, et ça permettra aussi de suivre ces patients. Si ça sera couplé, je dirais, à du dépistage en même temps, je l'espère que les choses vont se développer et que tous les laboratoires libéraux pourront pouvoir accès au dépistage, ça sera encore mieux. Et je pense que ça permettra de pouvoir cibler les gens, les dépister et pouvoir les suivre. Donc voilà, donc je ne fais que, je dirais, encourager ce type d'initiative quand elle est organisée, coordonnée. Et je remercie et salue mes collègues et certains amis médecins libéraux sur Tarascon, sur Arles, qui s'organisent pour pouvoir ouvrir des gymnases qui deviennent, je dirais, du jour au lendemain, des centres de consultation. Voilà. Donc je laisserai après, je dirais, l'organisation à mes collègues de le faire en concertation avec les services des mairies de chaque ville et village. Avant de finir, on m'a soumis quelques questions de nos concitoyens. Je vais essayer de répondre avec les données que je possède au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont inconnues. Là, je vois une patiente qui me demande qu'elle est diabétique. Effectivement, les diabétiques, je pense qu'ils sont très inquiets, parce qu'effectivement, beaucoup de nos malades qui se retrouvent en réanimation avec le Covid-19, ils ont des antécédents de diabète ou d'hypertension. C'est les deux pathologies les plus fréquentes. Et donc, elle me dit qu'elle essaye de faire une prise de sang parce que son diabète il est déséquilibré et elle a des dextros qui sont mauvais. Je répondrai simplement, je pense que madame, la prise de sang dans un laboratoire n'avancera pas à grand-chose. À partir du moment où vous avez des dextros qui sont mauvais, je pense qu'il faudra en concertation avec votre médecin traitant voir pour augmenter vos médicaments antidiabétiques ou pouvoir les prendre dans des moments différents et essayer de contrôler. Le dextro seul peut suffire à surveiller votre diabète. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'un examen dans un laboratoire qui n'avancera pas plus. Je vous demande de vous rapprocher de votre médecin traitant, lui donner les chiffres de votre dextro et il agira pour pouvoir augmenter vos traitements, pour pouvoir les ajuster les prises dans la journée. Voilà. J'avais peut-être une deuxième question qui s'agissait des vêtements et je dirais de la persistance du virus sur nos vêtements. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont des fois contradictoires, mais on sait très bien que le virus persiste plusieurs heures sur des surfaces inertes, plutôt l'acier, le carton, un peu moins les vêtements, mais cuits. Je pense que cette expérience de crise sanitaire va nous donner une leçon sur ce qu'on appelle les usages, je dirais, d'hygiène. Et je pense que tout un chacun doit, je dirais, avoir comme règle primordiale le lavage des mains, qu'il faudra qu'on évite de se toucher le visage plusieurs fois par jour sans que les mains soient lavées et nettoyées. Et je pense que quelqu'un qui revient d'une journée de travail, il faut qu'il mette ses vêtements au lavage. Et puis après, les surfaces inertes, il faut savoir que le virus est très sensible à tous les produits à base d'eau de javel. Je pense que les bio-nettoyants qu'on retrouve dans les supermarchés suffisent
À partir du moment où on passe, je dirais, le bio-nettoyant sur ces surfaces-là, il n'y aura aucun risque pour que le virus persiste. Voilà les éléments que j'ai actuellement par rapport aux réponses que je peux apporter. Mais malgré tout, je pense que les études viendront pour nous, je dirais, confronter par rapport à tout ça. Parce que, comme je le répète, le virus est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Ça fait 4 mois, personne ne le connaissait. Mais je pense que, je dirais, les usages d'hygiène, le lavage des mains, éviter de se toucher le visage plusieurs fois par jour et se laver correctement, et laver son linge après une journée de travail, doivent être je dirais, le comportement de règle pour tout le monde. Voilà. Merci et à une prochaine fois, j'espère, pour vous annoncer de bonnes nouvelles par rapport à la progression de cette crise sanitaire. Au revoir.